Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce mini-débat sur la note que vient récemment de sortir la chaire Gouvernance et Régulation sur l'économie et la régulation du secteur des complémentaires santé. C'est un sujet d'actualité parce que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie va publier dans quelques jours une étude fondée, enfin un avis plutôt fondé sur des études approfondies de ce secteur avec des propositions d'évolution du système. Le diagnostic du Haut Conseil est le même que le nôtre et que celui d'un certain nombre de rapports qui sont parus récemment sur le sujet, dont un de l'Institut Sapiens sur lequel je reviendrai dans une seconde, mais il y a eu aussi des rapports, par exemple, du Conseil d'État ou encore de l'Institut Montaigne, hein, qui tous posent la question du fonctionnement de notre système de financement des dépenses de santé avec l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Je ne vais pas en dire plus, je simplement expliquer comment le débat va se dérouler. Dans quelques secondes, vous aurez la possibilité de voir une vidéo qui résume de manière très synthétique quelques éléments de notre rapport. Et ensuite, nous avons demandé à Josette Guignot, associée gérante au cabinet JGSC, et aussi directrice de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, un think tank orienté vers les questions de transformation numérique, mais qui traite aussi de la question de la santé, et qui vient récemment de publier un rapport sur les pièges à éviter dans la réforme du système de financement de la santé. J'en profite donc pour remercier Josette Guignot d'avoir accepté de jouer le rôle de discutant de notre rapport. Ce soir, pour ma part, je ne serai que l'organisateur, le modérateur du débat. Le rapport sera présenté donc par deux de mes co-auteurs, Joël Toledano, professeur émérite à l'université Paris-Dauphine, et Alexandre Vol, maître de conférence à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, c'est ça le nom officiel, qui a travaillé en fait sur ce rapport dans le cadre d'un postdoc qu'il a effectué dans la chaire Gouvernance et Régulation. J'en profite aussi pour souligner qu'en fait, au-delà de ces trois co-auteurs, derrière, il y a le travail de toute une équipe, notamment de Daniel Herrera, maître de conférence ici à Dauphine, de Lila Pastré, qui est élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, de Jean-Marc Zorgeib, qui lui était aussi postdoc à la chaire et qui est maintenant maître de conférence à l'université Paris-Nanterre, et Qiu Jiu, qui elle aussi a été associée en tant que postdoc aux activités de la chaire et qui maintenant est professeur associé à la European Chinese Business School à Shanghai. Voilà, donc il y a d'autres travaux et d'autres notes qui sortiront autour des thématiques de la santé publiées par la chaire dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Mais en attendant, parlons de ce rapport, et une brève vidéo va vous permettre d'en apprécier quelques-unes des conclusions. Alors il y a trois types d'acteurs sur le marché des complémentaires santé qui renvoient aussi à des histoires et à des logiques de fonctionnement différentes. D'un côté, on a des mutuelles qui sont les plus anciennes et qui reposent historiquement sur un partage des risques entre les habitants d'un même territoire ou les salariés d'une même profession. Ensuite, on a les instituts de prévoyance qui remontent eux aussi au XIXe siècle et qui naissent des accords entre les organisations représentatives des salariés et celles des employeurs. Et puis enfin, sont arrivés beaucoup plus tard sur ce marché
les compagnies d'assurance, qui elles sont des organismes à but lucratif. Et ces trois types d'acteurs se concurrencent de plus en plus frontalement depuis une trentaine d'années sur ce marché des complémentaires santé, du fait de la volonté, notamment des pouvoirs publics, de renforcer la concurrence entre ces acteurs, avec l'idée que cela devrait ou aurait dû amener un meilleur niveau de service pour un meilleur niveau de tarif aux assurés sociaux. On a plusieurs types de réglementations qui ont été mises en œuvre. Une réglementation de type prudentiel qui vise au fond à renforcer les capacités financières des entreprises et en particulier des mutuelles dans le système, c'est une réglementation européenne. On a une réglementation de type concurrentiel qui existe depuis une trentaine d'années et par rapport aux catégories d'acteurs vise au fond à les mettre sur le même niveau de concurrence avec les mêmes contraintes et les mêmes exigences. Et enfin, plusieurs réglementations qui ont concerné l'offre des soins qui était possible de faire pour les encadrer, pour les rendre non discriminants, pour augmenter les couvertures, pour empêcher qu'il y ait trop de différences entre les acteurs. Bref, plusieurs types de réglementations ont été mises en œuvre. Prestation par prestation, c'est très compliqué de comprendre qui rembourse quoi et comment. Première chose, imbrication. Deuxième élément extrêmement important, cantonnement. C'est-à-dire que les entreprises du secteur n'ont pas le droit de servir certaines prestations, n'ont pas le droit d'être présentes sur tel ou tel marché. Donc, autour de ces deux problèmes, il y a un certain nombre de solutions qui sont envisageables, qui passent à la fois par la désimbrication des prestations entre la sécurité sociale et la complémentaire santé, premièrement, et deuxièmement, par la fourniture de services qui pourraient être des services innovants ou des services adaptés au territoire et qui permettraient aux complémentaires santé de ne plus être qu'un complément, justement, de la prestation centrale de sécurité sociale. Et autour de ces deux idées, il y a toute une série d'hypothèses qui sont aujourd'hui envisagées. Oui, il faut ajouter que les complémentaires santé, en fait, elles connaissent très bien le terrain. Et en fait, elles sont des acteurs relativement bien placés, à la fois pour discriminer finalement les différentes catégories de clientèle qui peuvent avoir des besoins en termes de services assez différenciés, puisqu'elles n'offrent pas que des services d'assurance, elles peuvent aussi offrir des services de prévoyance associés à l'assurance, par exemple pour faire face à des pertes de revenus importantes au cours d'une maladie, ou alors pour aider en fait les assurés dans le parcours de soins. Et en fait, en différenciant mieux les services auprès des assurés et en ayant une bonne connaissance aussi de l'offre, les complémentaires santé pourraient en fait mieux peser sur le contrôle d'un certain nombre de dépenses de santé et permettre au fond au système d'être plus efficace de deux façons finalement, en contrôlant mieux les dépenses de santé, ce qui est un des objectifs collectifs évidents dans la régulation de la santé, mais aussi en fait pour offrir finalement des prestations annexes finalement à la santé qui soient bien adaptées finalement aux besoins assez différenciés des ménages en fonction de leur situation familiale, leur patrimoniale, de revenus, etc. Merci beaucoup Eric et Joël pour cette vidéo qui résume bien en quelques minutes ce rapport touffu que Josette Gueniot donc, nous a fait l'amitié de lire de manière approfondie. Josette Gueniot est l'une des spécialistes de ces questions d'assurance complémentaire santé en France. Elle travaille sur ces sujets depuis très longtemps. Et donc, elle a vu l'évolution du système, les mutations. Et comme je le rappelais en introduction, elle a contribué récemment à une réflexion justement sur l'avenir du système. Et donc, nous avons pensé qu'elle était particulièrement bien placée pour lire de manière critique notre rapport et en discuter quelques-unes des conclusions ou quelques-unes des problèmes qu'il peut soulever. Voilà, donc Josette, vous avez la parole. Merci beaucoup de me faire l'honneur et le plaisir de partager cette séance avec vous.
Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas de langue de bois et donc je vous le dis très sincèrement, j'ai trouvé cette étude très complète et vraiment très juste, voilà, de manière très globale, mais aussi dans certains détails. Et moi, ce que j'en ai vraiment principalement retenu, c'est cette démonstration de l'instrumentalisation historique qui a été faite de la complémentaire santé par le politique, voilà, et qui a conduit finalement à de grandes incohérences, voire à des contradictions au fil des années. Notamment à travers l'instrumentalisation du contrat responsable, c'est-à-dire de l'encadrement qui existe depuis le 1er janvier 2006 des contrats complémentaires dans ce qu'elles peuvent et doivent rembourser. Et en fait, qui a conduit à ce que la complémentaire santé se laissant faire, parce que je vais dire malheureusement, les acteurs se sont laissés faire sans trop voir où on allait les conduire, à servir des objectifs qui ne sont pas du tout les objectifs que devraient en effet aujourd'hui avoir les complémentaires santé pour rendre le meilleur service à leurs clients. Alors parmi vous avez bien noté dans cette étude, en fait, parmi on va dire, ce déroulement historique des choses et ces divers objectifs, le premier, c'est le contrôle de l'offre de soins et surtout de ses coûts. Voilà. Le deuxième, c'est l'universalisation de la couverture complémentaire. Alors, voilà, qui est finalement paradoxalement encore en cours, alors qu'on est en train, par les travaux du HCAM, d'envisager de faire disparaître dans l'un des scénarios, voire dans plusieurs, cette complémentaire santé. L'uniformisation en parallèle de sa proposition de valeur. Et puis, plus dernièrement, la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières. Voilà, sachant qu'on est un peu sur le même sujet dans la discussion sur la grande sécu, puisque l'un des objets serait, paraît-il, de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et voilà, finalement, vous montrez très bien dans cette étude que le résultat obtenu par ces diverses injonctions contradictoires historiques, c'est finalement abouti à une sorte d'impasse. Et il est vrai, et j'y souscris, et les travaux du HCAM devraient normalement, pas trop ce qu'on lit de ce qu'on voit, mais enfin, pouvoir résoudre un certain nombre de ces problématiques que cette histoire a induites. La première problématique, donc, c'est le coût de l'offre de soins. Ben, oui, mais on n'a jamais résolu le problème d'un coût dans un marché qui est de plus en plus demandeur, parce que malheureusement, on est un monde vieillissant dans ce brave pays. On subit le poids des maladies chroniques et en plus, maintenant, paraît-il qu'il y a le poids à nouveau des maladies infectieuses. Donc, voilà, ce n'est pas la seule contrainte et plafonnement des remboursements des complémentaires santé qui va malheureusement freiner cette montée inexorable. Sur l'universalisation, alors là, on est peut-être dans le en même temps. Enfin, moi, je trouve qu'on est un peu dans le contradictoire. C'est qu'on a un État qui, d'un côté, veut universaliser la prise en charge complémentaire, notamment pour ses agents, pour les agents de l'État et des collectivités territoriales. Voilà. Voire qui est en train de discuter au Parlement d'instaurer une protection sociale particulière pour les travailleurs indépendants de ces nouvelles plateformes de services, type Deliveroo, etc. Et qui commandite par son ministre un rapport au HCAM et une étude d'impact sur si on faisait disparaître les complémentaires santé. Après, vous montrez très bien aussi l'effet pervers que ça a eu en matière
toutes ces différentes étapes pour creuser les différences de coûts et de couverture instaurées par les complémentaires santé. Je suis désolée, mais le fait, par exemple, de généraliser la complémentaire santé pour tous les salariés des entreprises privées, ça, et vous le montrez très bien dans votre étude, complètement segmenter le marché. Et en effet, on a démutualisé complètement l'assurance individuelle et l'assurance entreprise. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les gens plus jeunes actifs, voilà, qui sont mieux protégés, qui ont une part de leur cotisation solvabilisée. Et de l'autre côté, parce que la vie est mal faite, des gens plus âgés qui donc ont plus de besoins de santé et donc qui dépensent plus, c'est logique. Et donc, comme on fait de l'assurance et que dans l'assurance, on n'a pas le droit à des déficits colossaux comme la sécurité sociale, eh bien, en effet, on fait payer le prix du risque. C'est le jeu. Ensuite, sur l'uniformisation, eh bien, on arrive au double paradoxe du renchérissement du coût des contrats. Pourquoi ? Parce que, en fait, plus on uniformise les contrats en les réglementant, et ben, plus il faut se mettre en conformité avec la réglementation. Et ces dernières années, ça a été une accélération incroyable. Et ça renchérit fortement ce qu'on appelle les coûts de gestion, parce qu'il faut tout changer dans les chaînes informatiques. Et il faut aussi déployer beaucoup d'efforts communication et marketing pour expliquer les réformes aux gens. Ça change tout le temps. Voilà. Et vraiment, je trouve que cette étude est formidable parce qu'elle pointe aussi les insuffisances de ce métier actuellement, et notamment, alors, c'est pas tout à fait une citation, vous ne m'en voudrez pas, vous démontrez très bien combien le modèle d'affaires de ces complémentaires santé, en fait, est celui d'une rente à risque réduit. En effet, c'est un peu aujourd'hui un métier du 19e siècle. Voilà. Et en fait, cette rente à risque réduit, elle a vraiment été fortement influencée par cette évolution de la réglementation qui favorise l'immobilisme. Les complémentaires santé n'ont pas accès à certaines données qui leur permettraient, on parle de données anonymisées, hein, on ne parle pas de données personnelles, il y a plein de fantasmes là-dessus, c'est ridicule, qui leur permettrait vraiment de mettre en place des services beaucoup plus pertinents qu'elles ne peuvent le faire aujourd'hui. On leur interdit de contractualiser avec une grosse partie de l'offre de soins et notamment les médecins. Voilà. Et ensuite, la réglementation, en fait, elle favorise la non-prise de risque, puisque au fur et à mesure des épisodes du contrat responsable, en fait, on a ce que j'appelle cornérisé, et vous l'avez très bien expliqué, Madame Toledano, les complémentaires santé, sur plutôt la prise en charge du petit risque en concentrant la sécurité sociale, qui y dépense 60% au dernier chiffre officiel de ses ressources, de ses prestations, pardon, sur les gros risques et notamment les malades chroniques. Voilà, et ce que j'ai bien aimé pour en finir à la fin, c'est votre appel quelque part à peut-être réfléchir à un cofinancement multiple. Ben oui, parce que aujourd'hui, on a un gros financeur qui est la sécurité sociale, qui est la solidarité nationale. On a des assureurs, alors qui avec la réglementation sont devenus des financeurs de consommation de soins. Je suis désolée, quand 74% des Français portent ce que j'ai sur le nez, il n'y a plus d'aléa. Le seul aléa, c'est la date à laquelle vous allez commencer à porter ça. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus d'aléa. Donc, ce financement n'est pas un métier d'assureur. Donc, il faut réfléchir en effet à d'autres formes de financement, peut-être pour ce qui ne relève pas vraiment de vrais risques, mais plutôt de besoins de santé récurrents. Voilà. Et puis, vous notez très bien aussi ce sujet qu'on ne veut pas regarder en France, c'est qu'à côté des frais de soins, il y a les problèmes lourds de santé qui conduisent à l'arrêt de travail, pire, l'invalidité, le décès, sur lequel aujourd'hui il n'y a qu'un Français sur deux qui est couvert au-delà, on va dire, de la sécurité sociale, qui, on l'a bien vu pour certaines populations, notamment les travailleurs non salariés lors de la pandémie,
sont très mal couverts. Merci beaucoup pour vraiment ce travail remarquable et très précis. Merci beaucoup, Josette Gueniot, pour cette lecture du rapport. Et je vais proposer à Joël Toledano et Alexandre Voll de prendre la parole pour peut-être approfondir certains points que vous avez soulevés, pour essayer de souligner finalement ce que sont les principaux défauts du système et des voies de solution qu'on peut imaginer, sachant qu'en même temps, évidemment, on a affaire à un système tellement complexe, tellement multiforme, qu'en réalité, il y a une très grande complexité de ce système, parce qu'il y a une très grande complexité du soin, parce qu'il y a une très grande complexité de l'offre de services autour de la santé, et que par conséquent, il n'y a pas de solution simple à la mise en œuvre d'une amélioration du système. Donc, Joël Toledano, peut-être, quelques mots? Merci Eric. Alors effectivement, on a envie de parler de plusieurs sujets, et puis Josette les a lancés et on voudrait les compléter, mais Alexandre aussi aura d'autres idées. Moi, il y a un point sur lequel j'ai envie de revenir, parce que le découvrant dans l'étude, il m'a semblé qu'il y avait une dynamique qui était une dynamique complètement mortifère, et qui est celle des complémentaires santé individuels. Avec, au fond, ce système qui vide le système de la complémentaire santé individuelle pour aller vers le système de la complémentaire santé entreprise, qui a plutôt une bonne dynamique, des mécanismes incitatifs qui pourraient être améliorés, mais qui permettent effectivement à la concurrence de servir à quelque chose d'autre qu'à une inflation de soins, de coûts, pardon, qui permet effectivement de trouver les mécanismes incitatifs qui feraient que les gens feraient attention aux coûts, etc. Bref, il y a un système relativement assez vertueux qui est celui de la complémentaire santé collective, et un système qui n'est absolument pas vertueux et qui en plus la situation est en train d'empirer avec le fait que ça se vide et progressivement, si les fonctionnaires en partent comme c'est prévu, il restera encore moins de monde pour mutualiser, et donc les prix augmentent, le taux de retour vers les personnes qui sont concernées diminue, l'opacité du système augmente, et il y a donc une dynamique, et puis l'âge moyen de la population concernée par construction va continuer à augmenter, et donc on voit bien que si ça continue comme ça et qu'on ne réfléchit pas à une façon de procéder où des bonnes incitations se mettraient en place, tous les ans, on va avoir des cris d'orfraie sur le fait de dire les prix augmentent. Oui, les prix augmentent puisqu'on vide de la population la plus jeune, qu'on laisse les personnes les plus âgées qui ont le plus de problèmes. Les prix augmentent et il n'y a pas plus d'incitation, et les gens sont mal remboursés. Pour une cotisation à 100, il y a en moyenne un retour de 64, et encore, c'est une moyenne. Donc, c'est un problème qui me paraît extrêmement important à regarder de près dans l'ensemble des sujets à regarder. Voilà, et Eric, un premier élément. Oui, merci Joël. Alors cela est d'autant plus vrai que par ailleurs, le problème est accentué par le fait que, effectivement, en vidant de ces cotisants à faible risque ou à faible dépense le système individuel, en fait, on conduit à une augmentation très forte des cotisations, et donc ce qui nous oblige en fait à mettre en place des mécanismes de solidarité pour financer les complémentaires santé de ceux qui n'ont pas cotisé, enfin, etc. Voilà, donc, une espèce de fuite en avant. Alexandre, quelques mots de réaction à la lecture de Josette Gueniot? D'abord, merci, parce que je pense que c'est une lecture et une synthèse presque parfaite, pour ne pas dire très complète. Je pense que vous balayez tous les points essentiels de cette note.
Alors Joël et vous-même avez insisté sur cet aspect mortifère de l'individuel. Je vais essayer peut-être d'insister sur un autre point, et notamment l'aspect de quels sont le devenir des mutuelles. Parce qu'en ce moment, on se pose la question de est-ce qu'on mutualise tout, justement, est-ce qu'on généralise, ou est-ce qu'au contraire, on va leur laisser un peu plus de poids. Et en fait, j'ai envie de mettre l'accent sur le fait que jusqu'à présent, ces réformes-là n'ont pas donné, elles ont donné presque à des effets contre-productifs ou paradoxaux, comme on dit dans la note. C'est-à-dire qu'à mettre un peu de concurrence, considérer des acteurs très hétérogènes comme homogènes, puis progressivement, puis obliger à un produit particulier, du coup, ça fait qu'elles se font plus de concurrence en prix, et donc elles dépensent aussi les coûts de gestion pour acquérir de la clientèle. C'est elles-mêmes qui en parlent. On arrive à des effets contre-productifs de la réglementation, et on arrive à des couches de réglementation qui, au final, ne donnent pas les effets escomptés, mais des effets paradoxaux, comme un qui est montré d'ailleurs, voilà, sur l'aspect individuel. Alors par contre, l'ANI a juste formalisé cette course du collectif, puisque déjà auparavant, les grandes entreprises et tout ça avaient déjà accès au collectif, mais ça a surtout amené dans le secteur du collectif les petites entreprises, et ce qui a à venir, vous l'avez dit vous-même, ce sont les fonctionnaires aussi, c'est la prochaine étape. Rien de plus à ajouter, Eric, si ce n'est, voilà, encore une fois, insister sur ce taux de retour très faible et insister sur les trous de la raquette qui restent à combler, à savoir le risque, comme vous aviez dit, de décès ou autre, là où l'assurance pourrait avoir une véritable utilité sociale et économique sur ces questions-là. Eric, si je peux ajouter une chose qui me paraît, Josette en a parlé, mais je voudrais y revenir une seconde. L'une des choses qui nous a tous frappés collectivement, c'est la difficulté à avoir des données fines, alors que ces données existent et qu'elles ne sont pas rassemblées, et qu'on ne se sert pas de la possibilité de croiser les données des complémentaires santé avec celles de la sécurité sociale pour avoir une vision qui permette de mettre en place des mécanismes qui seraient par après plus incitatifs. En tout cas, l'absence de données est absolument ahurissante dans ce domaine. Oui, en fait, une des choses qui nous a frappé quand on a travaillé sur ce sujet, c'est au fond que on a réglementé un marché sans avoir d'informations précises et d'études détaillées sur qui rapprochaient au plan individuel les cotisations payées par les assurés et les prestations dont ils bénéficient. Donc on bénéficie de moyenne, mais on ne peut pas comprendre de manière fine le comportement des assurés. Et donc, c'est assez surprenant, au fond, de réguler un marché sans comprendre les comportements de la demande. Et aussi de l'offre, puisque finalement, cette information n'est pas bien connue de manière fine sur l'offre. Et donc, effectivement, on a une réglementation qui a tendance à rater une partie de ces objectifs, faute d'utilisation de l'information disponible ou faute de la collecte d'informations complémentaires par rapport à l'information disponible. Avant de conclure, je voulais savoir si Josette Gagniot voulait rajouter un petit mot après ses interventions sur son intervention. Oui, sur les données, je voulais juste ajouter que ce n'est pas la volonté de ne pas donner ces données des complémentaires santé, c'est qu'elles reçoivent des données tellement agrégées que c'est extrêmement, voilà, elles sont extrêmement contraintes pour les utiliser. Du coup, en effet, c'est très, très difficile. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est qu'au-delà des garanties de prévoyance, moi, je regrette vraiment dans ces 4 scénarios du HK, mais voilà, qu'il n'y en ait pas un 5e, qui est finalement de refaire une refondation de ce qui a été fait en 1945 dans un contexte sanitaire qui n'a rien à voir avec celui dans lequel on est. C'est de dire en fait comment on refait un partage et un cofinancement qui quand même, vous le dites bien dans l'étude, hein, produit le reste à charge le moins élevé de l'OCDE, ce qui est quand même formidable en France. Peut-être que c'est coûteux, mais au moins on est bien soigné, comme disent les gens. En face de ce mur qui ne va cesser de s'élever du vieillissement de la population et des maladies chroniques. Voilà. On est en train d'essayer
alors très modestement malheureusement, de mettre en place une autre tarification des soins en France, qui soit plus à la capitation, plus au forfait et moins à l'activité. Et il n'est absolument pas question de discuter avec les complémentaires santé, donc la Sécu discute avec les complémentaires santé pour dire mais comment on gère ensemble, parce que c'est la vocation, la complémentarité, cette nouvelle donne. Comment on gère ce nouveau financement ensemble et du coup, comment on co-investit pour passer d'un modèle tout à l'activité à un modèle mix forfait, mix activité, notamment pour répondre aux besoins de santé et aux besoins de financement de la santé de cette population de malades chroniques et de malades vieillissants. Enfin, d'un point de vue, on va dire, purement citoyen, c'est assez incompréhensible. Oui, alors en fait, merci beaucoup Josette Guignot. Les 30 minutes qui nous étaient imparties sont arrivées à leur terme. Juste un dernier mot pour dire que effectivement, je vous rejoins, enfin nous vous rejoignons complètement sur cette nécessité de refonder totalement le débat, donc à la fois sur l'offre de soins et sa tarification, et sur l'offre d'assurance et au-delà de l'assurance, en fait, de services associés, de prévoyance, de services de, de, de prévention aussi, et donc il faut réfléchir collectivement. Ça va être l'objet certainement d'un grand débat national tout au long de la présidentielle et au-delà sur le modèle de refondation de notre système de sécurité sociale, dont les complémentaires santé. Voilà, donc il y aura d'autres rendez-vous sur ces sujets-là. Et la chaire continuera à organiser des débats et à produire des travaux sur ce sujet, à côté des multiples autres parties prenantes qui ont développé des compétences et qui parfois, et qui souvent sont des compétences bien plus anciennes que les nôtres et bien plus approfondies que les nôtres sur ce sujet. Merci beaucoup encore, merci pour votre attention. Et à très prochainement pour d'autres rendez-vous autour des questions de santé ou de régulation du secteur des assurances ou de régulation en général. À très bientôt, au revoir.